vous écoutez votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité François Patriat, président du groupe La République En Marche au Sénat, sénateur de Côte d'Or et ancien ministre. Au programme de votre interview, Emmanuel Macron qui s'exprime sur les gilets jaunes, l'assurance chômage et la polémique autour du hijab running. Bonsoir François Patriat. Bonsoir. Après une avalanche de critiques et de condamnations, Decathlon renonce finalement à commercialiser son hijab du sport en France. C'est une décision que vous saluez ? Je pense que c'est une décision de sagesse, vu le tollé que cette décision avait suscité à la fois dans les milieux politiques, de droite comme de gauche, mais aussi dans les milieux sociétaux, dans les milieux associatifs, et tout simplement dans le pays. Je pense que Decathlon, une marque française qui veut aujourd'hui copier Nike, qu'il a déjà fait, c'est une décision qui va à l'encontre de l'esprit de la liberté que nous faisons, de l'esprit de notre civilisation, de celui qui aujourd'hui mène la femme à la soumission. Je comprends bien qu'il peut y avoir à travers une mesure pour libérer le sport. Mais je crois que tous celles ou ceux qui veulent faire du sport aujourd'hui peuvent le faire dans des conditions qui n'obligent pas d'avoir une tenue qui marque autant. Certains sont allés jusqu'à dire que Decathlon participait ainsi de la promotion d'un modèle islamiste en France, que c'était quasiment du prosélytisme islamiste. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là ? Non, je n'irai pas jusque-là, mais j'ai vu beaucoup de gens qui inversement demandaient à boycotter Decathlon parce qu'ils pensaient que faire de la promotion sur ce sujet aujourd'hui, ça n'est pas aller dans le sens d'une société qui se veut libre et égalitaire. L'enseigne française a donc reculé sous la pression, peut-être aussi par crainte pour ses équipes, ses salariés, ses vendeurs et ses vendeuses. Est-ce qu'il peut y avoir, selon vous, une forme de jurisprudence la prochaine fois qu'une enseigne française, bien sûr, s'intéressera à cette mode dite islamique, ou alors vous n'y croyez pas ? Je pense qu'il y aura une forme de jurisprudence. Je fais que cet élément ce soir, le fait que Decathlon recule et refuse de mettre sur le marché, par ailleurs, un vêtement qui suscitait autant de polémiques, je pense que ça interrogera tous ceux qui voudraient le faire dans l'avenir, et moi je m'en félicite. Mais franchement, François Patriat, la plupart des responsables politiques se sont très vite indignés en condamnant Decathlon, mais s'il y a offre, c'est qu'il y a demande. Est-ce que quand le sage montre, j'allais dire, un problème, l'idiot montre le bout de tissu ? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir différemment ? Decathlon est une entreprise privée. Ça n'était pas interdit, la loi ne l'aurait pas interdit. Mais la conscience, c'est la conscience républicaine qui était interrogée. La conscience, c'est-à-dire l'éthique pour une entreprise. Pardonnez-moi, mais est-ce que cette éthique, on l'interroge quand il s'agit de sujets aussi graves que la vente d'armes et autre chose ? Est-ce que l'éthique de ces sociétés doit intervenir dans ce domaine-là ? Je pense que oui, parce que on voit bien que, je vous le disais, l'image de la femme soumise, de la femme qui est obligée de se cacher pour pouvoir avoir une activité sportive. Le sport, c'est la liberté. Et je pense que le port du hijab running est contraire à l'esprit de liberté du sport. Dans l'actualité politique à présent, en recevant tout à l'heure les élus du Grand Est à l'Élysée dans le cadre du grand débat, Emmanuel Macron s'est exprimé sur les gilets jaunes affirmant, je cite, que lorsqu'on va manifester le samedi, on est complice du pire. Du pire, François Patriat. Vous êtes d'accord avec cette phrase ? Vous savez, j'ai vu des manifestations, je les ai vues à Paris. J'ai moi-même manifesté le jour où les foulards rouges ont manifesté. Nous avons manifesté à 10 000 dans la plus parfaite sérénité, avec un mouvement qui se voulait à la fois dire que la rue n'appartient pas qu'aux gilets jaunes, la rue appartient à tout le monde et que tout le monde, nous sommes aujourd'hui le peuple. Là, je pense que pour l'avoir vu dans des manifestations, je pense à la capitale régionale de Bourgogne, on voit des casseurs qui viennent devant, qui sont d'extrême droite, d'extrême gauche, et puis on voit des gilets jaunes qui se mêlent à eux, et qui sont tolérants, et qui filment, et qui applaudissent. Et donc ces gilets jaunes aujourd'hui, là, de voir ce qui se passe, d'y rester, c'est être complice. Le fait de rester, le fait de filmer, le fait d'applaudir, le fait d'être derrière, c'est être complice quelque part. Mais est-ce que dans un tel contexte, cette phrase ne risque pas de jeter de l'huile sur le feu en ce moment ? Je pense que le rôle d'un président, c'est de rassembler, c'est d'apaiser. Non seulement elle ne va pas jeter le feu, mais elle va répondre à un besoin d'ordre qui est maintenant dans la société. Aujourd'hui, une grande partie des Français vous disent, ceux qui ne s'expriment pas par ailleurs, mais ceux qui s'expriment aussi disent, il est temps que le calme revienne, il est temps que le débat s'ouvre, il est temps que le dialogue puisse s'instaurer. Donc Emmanuel Macron répond à cette France-là. Je pense que, et dans le même temps, il rappelle les gilets jaunes. Pas opposer, il y a un risque d'opposer les uns aux autres. Il dit aux gilets jaunes, si vous allez dans une manifestation où vous savez que les casseurs seront présents, vous savez qu'il y aura de la violence, que vous y alliez, que vous applaudissez, que vous arriviez avec des masques à gaz, que vous arriviez avec des foulards, que vous arriviez avec des bombes, etc. pour le faire, il leur dit, vous êtes complices, et là vous êtes complices du pire, oui. Alors il y a également les réformes. Le gouvernement a présenté aujourd'hui le calendrier et la méthode de la réforme de l'assurance chômage après l'échec des négociations entre patronat et syndicats. Les cadres semblent être dans le viseur du gouvernement. Est-ce qu'il faut réduire leurs allocations chômage, selon vous ? Je pense que le gouvernement veut qu'il y ait une réforme globale de l'assurance chômage. Cette réforme doit aboutir à des économies.
Et cela doit se faire dans le paritarisme. Le paritarisme n'a pas fonctionné en la matière. On voit bien que dans ce pays, beaucoup de gens pensent qu'il faut faire des efforts, qu'il faut faire des économies, mais que c'est toujours pour les autres qu'on le fait. La question est précise. Est-ce que les cadres sont trop indemnisés aujourd'hui quand ils se trouvent privés d'emploi? Eh bien, les cadres, d'abord, ils représentent très peu des chômeurs, une petite partie. C'est moins de 3%, moins de 4%. Ensuite, c'est vrai qu'ils cotisent. Et ils ont raison de dire que comme ils cotisent élevé, ils ont droit élevé. Mais dans le même temps, est-ce qu'on peut avoir un tel écart? Est-ce qu'on peut avoir 7 400 Donc euros d'indemnité? Donc ils sont trop indemnisés pour vous. Il y a une vraie question, il y a un vrai sujet. On ne va pas revoir le plafond des cotisations, mais on peut revoir s'il y a une graduation des indemnités qui peut être versée aujourd'hui. Et je pense que on peut y réfléchir donc ensemble. Le sujet et tout va. Mais François Patria, on imagine, même les cadres qui nous écoutent ce soir, eux, ils s'investissent dans l'entreprise, ils ont une volonté de progresser dans leur carrière. Ça peut encore donner l'image d'un gouvernement qui ne favorise pas ceux qui travaillent et veulent évoluer et qui veulent que le travail paye, tout simplement. Pourquoi aller toujours chercher l'argent chez ceux-là? Écoutez, je pense que le gouvernement fait aujourd'hui tout pour que le travail paie. Il le prend, je prends la prime d'activité aujourd'hui, je prends les cotisations qui ont été diminuées des charges et qui peuvent bénéficier par ailleurs. Mais nous sommes le pays d'Europe où les cadres sont le plus indemnisés en matière de chômage, le plus indemnisés. Et dans le même temps, nous avons un taux de chômage qui est élevé. Ce n'est pas seulement une mesure d'économie, c'est aussi une mesure d'équité. Vous savez, il y a des gens qui cotisent pour d'autres systèmes au-delà de leur plafond et qui ne bénéficient pas. Donc vous, à titre personnel, pour le moment, alors que le débat est ouvert, vous y êtes favorable? Aujourd'hui, je pense que le sujet mérite d'être mis sur la table dans le cadre de la grande concertation que le gouvernement va ouvrir demain. Autre sujet, Ascoval. C'est pour le moment un véritable fiasco pour Ascoval et surtout pour les plus de 200, près de 300 salariés de l'acierie. Il n'y aura pas de reprise d'Altifort. Le repreneur n'est pas du tout le sauveur, comme annoncé. Franchement, pourquoi est-ce qu'on s'en rend compte si tard? Je pense que quand cela a été signé et validé par le tribunal, à l'époque, Altifort s'était engagé à apporter un certain nombre de millions sur la table. On l'a pas trop vu comme un sauveur, on y a tellement cru. Il y a eu 47 millions d'apportés sur la table de la part des collectivités et de l'État, par ailleurs. Et pour l'instant, Altifort n'a pas apporté de garantie et dit qu'il ne peut pas apporter la somme qui était... J'ai aussi chez moi une reprise... Mais est-ce qu'il ne faut pas être plus regardant sur les repreneurs? Honnêtement, François Patria, on comprend que les politiques aient envie, évidemment, qu'il y ait un repreneur, qu'il y a un enjeu politique. Et les salariés surtout, mais les politiques qui ont entre leurs mains ce dossier, est-ce qu'ils sont suffisamment regardants sur les garanties des repreneurs? Mais à partir du moment où un repreneur s'engage à apporter dans le contrat une somme qui n'est pas celle qui est... Parce que là, dans le problème avec Altifort, c'est qu'au début, ils ont apporté une somme et après ils ont dit qu'il fallait plus d'argent de l'État alors qu'eux n'apportaient rien de plus. Et comme ils n'ont pas apporté un centime alors qu'il est dans leur engagement de la reprise, il est normal qu'ils demandent au tribunal d'annuler la reprise demain. Mais le gouvernement, écoutez, va reprendre. Il a repris aujourd'hui. Il a repris la discussion avec les syndicats, avec les collectivités, et il va s'engager à tout faire pour que dans le mois qui vient, on essaie de trouver un autre repreneur. Mais plus largement, de la fusion ratée entre Alstom et Siemens aux reprises avortées, pour le moment, en tous les cas d'Ascoval ou encore de l'usine Ford de Blanquefort, les déconvenus industriels, François Patriel, s'accumulent pour le gouvernement, mais surtout pour les salariés. Est-ce que votre volontarisme économique n'est pas, justement, on n'arrive pas à un point, il se heurte aux réalités du marché? Vous me citez les difficultés ou les échecs, vous ne citez pas les réussites. Aujourd'hui, Peugeot qui montre que la baisse des charges et que la réorganisation, la restructuration peut amener non seulement des bénéfices, mais aussi une participation. Quand on pense que les gens qui ont 2 fois le SMIC toucheront 3 000 € de prime cette année, ça montre que la politique du gouvernement qui dit le travail paie mieux, la redistribution doit mieux se faire demain, et il le fait. Alors vous avez quelques exemples. Parce qu'il y a les salariés qui souffrent et qui voient passer justement les trains et pas de repreneurs pour eux. Je pense que le gouvernement en la matière, aussi bien à Blanquefort, sur le site de Ford, où le gouvernement va être très exigeant, où il y aura où Ford devra payer pour dépolluer le site, pour le réindustrialiser, pour payer les salariés. De même chez Ascoval, moi je ne doute pas que le gouvernement tente à juste titre de pouvoir réussir, d'avoir demain un repreneur qui redonne d'espoir à ce site. Pour conclure, François Patria, Alexandre Benalla et Vincent Kras libérés sous contrôle judiciaire au-delà de la décision de justice cette affaire. Ce feuilleton n'en finit pas de vous poursuivre, de poursuivre la majorité. L'exécutif risque de marquer au fer rouge ce quinquennat. Écoutez, c'est pas le feuilleton qui se poursuit, c'est l'affaire judiciaire. C'est l'affaire judiciaire, puisqu'aujourd'hui, M. Benalla est reconnu d'avoir défié la justice. Vous êtes à l'abri de toute révélation? Dans le même temps, où apparemment, il apparaît aujourd'hui qu'il y a des faits nouveaux qui montraient qu'il y a eu des dérives par le passé. Moi, je pense que le procès, il doit être fait par la justice. Et que je ne dis pas faites confiance à la justice. Je dis simplement, cette affaire en justice doit suivre son cours. Si M. Benalla et M. Kras ont commis des fautes, ils devront les payer. Ils seront punis. Ils devront payer leurs fautes par ailleurs. Et laissons la justice appuyer son cours. De là à marquer au fer rouge. Du groupe de La République en marche au Sénat. Franchement, il y a eu ce rapport au Sénat
Sénat. Vous avez lu les propositions. Pourquoi ne pas en tenir compte pour conclure? Pourquoi ne pas en tenir compte? Il y a plusieurs choses dans le rapport. D'abord, il y a une partie qui est très choquante, c'est la mise en cause de 3 personnes de l'Élysée qui ne repose aujourd'hui absolument sur aucun élément tangible. Et la preuve est que la commission, avec la voix de M. Sueur et de M. Bas, a demandé au président du Sénat, qui est bien embêté aujourd'hui, d'aller en justice pour pouvoir faire des investigations, parce qu'il n'avait pas les preuves de ces manquements à leur égard. Donc moi je crois qu'il y a 2 choses. Il y a une affaire qui est une dérive personnelle d'un collaborateur de l'Élysée qui avait la confiance du chef de l'État, qui a trahi sa confiance. Il en paiera le prix. Pour le reste, vous avez bien compris. Ils ont fait du bon travail, vos collègues sénateurs? Vous avez bien compris. Non, mais je pense que... Est-ce qu'ils ont fait du bon travail, vos collègues sénateurs qui nous écoutent sans doute ce soir? À charge. Leur objectif n'était pas tant de rechercher la vérité sur l'affaire Benalla, mais leur objet était de mettre à mal l'exécutif et le chef de l'État en particulier. Merci François Patriat d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Merci Sonia, 19h20 sur Europe 1.